Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir pour cette conférence des vendanges du savoir. On est ravis de vous accueillir pour cette conférence. Ah, il y a une slide qui s'est changée. Bon, c'est pas très grave. Donc pour cette conférence sur Sans alcool, peut-on encore parler de vin, qui sera présentée par Maria Tiziana Lisanti, dont Stéphanie Marchand, qui représentera les vendanges du savoir, vous fera la présentation juste après. Moi, je voulais prendre la parole pour vous présenter des capsules vidéo qu'on a commencé à vous présenter il y a 2 événements de ça, donc certains d'entre vous ont commencé à les découvrir. Mais avec le média Curieux, que vous connaissez peut-être, qui vulgarise différents propos sur des réseaux sociaux, on a travaillé sur des capsules vertes, c'est-à-dire qu'on a, à travers une série de 4 vidéos, essayé de parler de transition écologique et de montrer comment le monde du vin aussi se soucie de cette transition écologique et met des actions en œuvre. Donc on a différentes thématiques avec la biodiversité, le climat, la bouteille en verre et les déchets de la vigne. Donc ce soir, on va vous en présenter une qu'on n'a pas encore diffusée sur le climat. Je vous souhaite une belle diffusion et je reviens juste après. Merci beaucoup. Des vignes dans des pays froids comme en Norvège par exemple. Ça paraît fou, non? Et pourtant, c'est déjà une réalité. Le changement climatique est visible partout et le monde du vin n'y échappe pas. Dans les régions déjà chaudes, comme l'Espagne, l'Italie ou certaines zones d'Australie et de Californie, les températures continuent de grimper, les sols s'assèchent et certaines parcelles deviennent presque trop arides pour la vigne. À l'inverse, des régions plus fraîches deviennent-elles propices à la viticulture. On produit désormais du vin en Suède, en Norvège et même dans le nord des États-Unis. Mais le changement climatique, ce n'est pas qu'une question de carte géographique. Il agit directement sur la vigne. Quand il fait plus chaud, tout s'accélère. Les bourgeons sortent plus tôt, les raisins mûrissent plus vite et les vendanges arrivent, toujours un peu plus tôt elles aussi. Mais cette précocité a un revers. Les bourgeons et les jeunes feuilles exposées plus tôt sont aussi plus vulnérables aux gelées tardives. On l'a vu ces dernières années, des froids printaniers ont parfois détruit une partie des futures récoltes. Et l'été, entre les fortes chaleurs, les écarts de température et les sécheresses à répétition, c'est la composition même du raisin qui change, et donc celle du vin. En effet, quand il fait plus chaud, les raisins deviennent plus sucrés, moins acides. Et le vin, lui, gagne en puissance, en arômes de fruits mûrs ou confits, au détriment d'arômes plus frais. Et si la sécheresse s'installe, certaines vignes n'y survivent pas. Face à ces bouleversements, les chercheurs se mobilisent. Depuis les années 2000, des équipes du monde entier collaborent pour mieux comprendre l'impact du climat sur la vigne et le vin. En France, plusieurs programmes ont vu le jour avec un objectif commun: observer, prévoir et aider les vignerons à s'adapter. Et justement, des solutions émergent déjà. Et la première, c'est le choix des cépages. Chaque variété de vigne a ses préférences. Certaines aiment la chaleur, d'autres préfèrent la fraîcheur. Et toutes influencent le goût et la structure du vin. Dans les régions les plus chaudes, les cépages traditionnels laissent peu à peu la place à des variétés plus résistantes à la chaleur et aux maladies. Ici à Bordeaux, à côté du Cabernet Sauvignon ou du Merlot, on expérimente de nouveaux cépages venus d'ailleurs, comme le Touriga Nacional originaire du Portugal. Il supporte mieux la chaleur et la sécheresse tout en conservant une belle fraîcheur dans le vin. Ces évolutions amènent aussi à repenser les cahiers des charges des AOC, rédigés pour un climat d'autrefois. Changer de cépage, c'est aussi faire évoluer le goût, et peut-être peu à peu redéfinir l'identité même des terroirs au gré de l'évolution du changement climatique. Mais à Bordeaux, l'adaptation ne s'arrête pas là. Les vignerons s'engagent. Ils testent, innovent, protègent les sols, l'eau, la biodiversité et réduisent leur empreinte carbone. Avec la démarche Cultivons demain, ils construisent une viticulture plus résiliente, plus humaine, plus vivante. Parce qu'ici, on ne cultive pas seulement la vigne, on cultive l'avenir et l'espoir d'un vin issu d'une terre respectée. Et si vous voulez en savoir plus, profitez de votre passage à la Cité du Vin. La programmation culturelle aborde régulièrement les effets du climat sur la vigne et le vin. Une belle occasion de comprendre, de s'inspirer et peut-être d'agir à votre tour. Voilà pour cette petite capsule. Bon, j'espère que vous avez appris ou réappris des choses et que ça vous donne envie de pousser votre curiosité sur les différentes actions qui sont menées dans le vignoble.
Également, 2026, c'est l'année des 10 ans. Donc pour tous les événements qui se déroulent dans l'auditorium, on a décidé de vous offrir un cadeau. Et donc parmi vous, l'un des sièges sera tiré au sort et on annoncera à la fin de la conférence l'heureux gagnant ou gagnante. Ce soir, c'est 5 places pour le cinéma UGC des Bassins à Flot, voilà, qui est un de nos partenaires de quartier, qui offre 5 places. Donc restez bien à votre place, partez pas trop vite, mais vous aurez peut-être la chance de repartir avec 5 places de cinéma. Donc merci à vous d'être présents. Merci également aux personnes qui sont présentes sur Zoom. N'hésitez pas à nous faire part de vos différentes remarques ou questions dans la rubrique QR si vous rencontrez le moindre souci. Donc là, on va avoir 1 heure de présentation, 30 minutes de questions-réponses. Donc je vais laisser la place à Stéphanie Marchand. Merci au Vendanges du Savoir. Merci à l'Université Bordeaux-Montaigne et à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, à la Fondation Bordeaux Université, ainsi qu'à leur mécène Baron Philippe de Rothschild et Mouex. Merci beaucoup, très bonne soirée. Merci Loïc. Bonsoir à tous et merci d'être là pour ce thème éminemment moderne, actuel, polémique. Et j'espère que grâce à Maria Tiziana Lisanti, qui est venue exprès de Napoli juste pour vous voir et juste pour vous parler de la désalcoolisation des vins, on va en savoir un peu plus, peut-être pas être convaincu, de mon côté, probablement pas en boire, mais on va comprendre comment est-ce qu'on fait ces vins et probablement qu'on va mieux les accepter ou savoir pourquoi on les rejette. J'ai cru comprendre qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà des avis bien tranchés sur les vins sans alcool. Au moins, vous aurez un argumentaire pour être dans un cas ou dans l'autre. En tout cas, je suis ravie que tu sois là. C'est ma copine en plus. Vraiment ravie. Merci d'avoir accepté d'avoir fait ce long voyage pour nous. Et je te laisse la parole. Merci Steph. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour être là. Oui, je suis venue de Naples. Je suis vraiment très honorée d'être ici et aussi très émue d'être ici parce que quand je suis venue ici à Bordeaux la première fois pour 6 mois de recherche à l'ISVV, une des premières choses que j'ai fait était venir ici à suivre une conférence des Vendanges du Savoir. Donc, être de l'autre côté est franchement très émouvant pour moi. Donc, merci Steph pour cette invitation et merci à la Cité du Vin. Donc, quelles questions ce soir? C'est vraiment une question chaude dans ces périodes. Et à tel propos, je voudrais commencer avec un petit sondage entre vous. C'est pas anonyme, donc exposez-vous en enlevant votre main. Je voudrais vous demander qui entre vous a jamais goûté un vin complètement désalcoolisé, donc un vin sans alcool? Ok, pas mal. Et qui entre vous a jamais goûté un vin d'environ 5-6 degrés alcool? Moins que de vins désalcoolisés, en fait. Merci beaucoup. Donc, peut-être que quelqu'un d'entre vous a déjà une idée de la réponse à cette question basée sur votre expérience, mais le but de ce soir, c'est aller un peu plus au fond sur ces sujets et de plusieurs points de vue. Mon français, c'est pas parfait, évidemment. Je fais un grand effort. J'espère que ça va aller. Je fais de mon mieux pour me faire comprendre ce soir. Alors, en préparant cette présentation, j'ai trouvé ce document historique. C'est une liste de vins d'un commerçant de ma ville d'origine, dans les Pouilles. Sûrement vous connaissez la région, de 1947. Et vous pouvez voir ici, c'est très clair, très évident, que l'éthanol était, le degré alcoolique était vraiment un élément fondamental de la qualité. En fait, le prix du vin était proportionnel au ténor en alcool.
Au fil des années, la situation est beaucoup changée et on peut dire que dans les dernières 30 années, des autres éléments comme la qualité sensorielle, la stabilité, l'origine, le terroir, la longévité des vins ont gagné de plus en plus d'importance dans la définition de la qualité et aussi la détermination du prix des vins. Mais en parallèle, dans un côté, donc, l'éthanol a perdu son importance dans la définition de la qualité d'un vin. Et d'un autre côté, on observe une tendance à la croissance du degré moyen en alcool des vins sur le marché, partout dans le monde. Ici, dans ce graphe, vous pouvez voir que dans les différents pays, on observe des augmentations jusqu'à aussi 2 degrés alcool dans les dernières années. Pourquoi ? Pourquoi cela arrive-t-il ? Donc, dans ce joli vidéo qui était réalisé par la NASA, je l'ai trouvé dans le site de la NASA, donc c'est joli, mais c'est aussi un peu effrayant. C'est clair que donc, plusieurs scientifiques sont d'accord sur le fait que c'est le réchauffement climatique à la base de l'augmentation de la teneur en alcool des vins sur le marché. Pourquoi le réchauffement climatique détermine l'augmentation de la teneur en alcool? Il faut penser à la vigne, il faut penser que la température est le facteur le plus critique influençant la phénologie de la vigne. En fait, pendant la maturation, vous le savez bien, il y a une accumulation de sucre dans les raisins, la courbe en bleu. Il y a en parallèle une dégradation des acides, la courbe en fuchsia. Et le rapport entre les sucres et les acides, c'est ce qu'on appelle la maturation technologique. Et c'est un des paramètres qui guide le choix de l'époque de récolte. Et avec le réchauffement climatique, soit l'accumulation de sucre que la dégradation d'alcool sont exacerbées, sont plus grands. Et donc, plus sucre dans le mou, plus d'alcool dans les vins, parce que vous le savez bien, l'éthanol vient de la fermentation des sucres par la levure, pendant la fermentation alcoolique. Mais il y a un autre élément à considérer. On sait bien que pour obtenir des vins de bonne qualité sensorielle, il faut aussi que les raisins atteignent une bonne maturité phénolique et aromatique, la courbe en jaune. Et dans une situation idéale, la maturité phénolique et aromatique est atteinte en même temps que la maturité technologique. Mais dans un contexte de réchauffement climatique, en fait, nous observons que la maturité technologique, donc l'accumulation en sucre, est anticipée et découplée, vous voyez ici, dans la maturation aromatique et phénolique. Du coup, en attendant que les raisins rejoignent une bonne maturité aromatique et phénolique, on arrive à avoir des teneurs en sucre encore plus élevés. Et donc, des vins qui ont un teneur en alcool élevé, une faible qualité sensorielle due à un excès d'alcool, et donc la nécessité à contenir ou même des fois à corriger cet alcool. Mais pourquoi? Ça, ce n'est pas la seule motivation pourquoi ça c'est un grand problème pour l'énologie. Il faut aussi considérer des tendances de consommation émergentes. En fait, les consommateurs modernes n'aiment pas trop les vins trop alcoolisés. Ils sont plutôt orientés sur des vins légers, des vins à environ 10-12 degrés, mais aussi sur des nouveaux produits comme les vins désalcoolisés ou les vins partiellement désalcoolisés. Pourquoi? Ces nouvelles tendances reposent sur différentes motivations. Vous pouvez voir ici l'attention aux risques socio-sanitaires, les politiques de consommation modérée menées par différents pays, les sanctions pour la conduite en état d'ivresse, l'amélioration de la productivité après des activités importantes,
Par exemple, je n'ai pas bu d'alcool pendant le déjeuner parce que je voulais être bien focalisée ce soir pour ma conf. La réduction de l'apport calorique et en général l'intérêt pour un mode de vie plus sain et des conditions physiologiques ou pathologiques comme la grossesse, l'allaitement, des pathologies, l'assumption de médicaments et aussi des raisons religieuses. Et donc, c'est clair que le marché des vins Nolo, c'est un marché en expansion. Nolo, c'est le mot tendance, le mot trendy pour indiquer ces produits. Il vient de l'anglais et c'est no low, donc no bas alcool, no low alcohol wine. Vous pouvez voir ici qu'en particulier en France, un taux de croissance annuelle de 100,2% est prévu dans les prochaines années. Et en particulier, et ces données m'ont beaucoup intéressée, depuis le dernier rapport de la Communauté européenne, la France était le premier consommateur, le premier marché pour les vins Nolo. Et en particulier, les produits les plus consommés sont les vins mousseux, les vins pétillants, 70% du marché estimé. Mais qui sont les consommateurs de vins Nolo? Qui sont ces nouveaux consommateurs? Plusieurs études menées dans différents pays ont essayé de tracer un profil type. Et ces consommateurs sont surtout femmes, jeunes, donc nés après les années 70, surtout, attentifs à leur santé, attentifs aux étiquettes des produits alimentaires, avec un niveau d'implication envers le vin moyen faible, avec un revenu moyen faible, et aussi des consommateurs occasionnels de vin, donc gens qui ne boivent pas trop souvent du vin. Mais ce qui est intéressant est que l'étude a montré que aussi les consommateurs de vin conventionnels peuvent se trouver dans des situations, des conditions qui portent à d'acheter des vins désalcoolisés ou des vins à faible teneur en alcool. Donc, considérant tous ces aspects, il faut considérer que deux besoins distincts ont sorti dans l'énologie. D'un côté, la nécessité de corriger la teneur en alcool afin de rééquilibrer le profil sensoriel d'un vin trop alcoolisé. Mais d'un autre côté, la nécessité de fournir à ces nouveaux consommateurs des produits à faible, même sans alcool. Par rapport aux premiers besoins, donc je veux éviter que mon vin soit à 15 degrés, mais je préfère un vin à 12 degrés, 11,5 degrés. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut appliquer et il y a plusieurs études qui ont montré différentes stratégies. À partir d'au vignoble, on a vu bien dans la capsule que la Cité du Vin nous présentait, il y a des stratégies qu'on peut appliquer dans la vigne pour réduire l'accumulation en sucre dans les raisins. Ils sont des pratiques soit agronomiques, soit viticoles, soit le choix des cépages. Dans le long terme, c'est une option. Après, sur les mous, on peut aussi travailler avec les assemblages, avec l'ajout d'eau dans les pays où il est permis, comme l'Australie par exemple. Mais aussi, on peut appliquer des procédés membranaires qui permettent d'embasser la teneur en sucre des mous. On peut aussi travailler sur la phase fermentaire, en choisissant des levures qui ont un bas rendement de transformation sucre-alcool, et il y a beaucoup en commerce. Et bien sûr, on peut travailler sur les vins, soit avec l'assemblage, soit avec des techniques de désalcoolisation. C'est clair qu'avec tout ce qui
j'ai montré, on peut jusqu'à retoucher un peu le degré alcoolique de 2, 3, 4, maximum 5 degrés. Mais si nous voulons arriver à atteindre des niveaux d'alcool vraiment bas, la désalcoolisation, c'est la seule option. Alors, quand on parle de ces produits, il y a beaucoup de mots, beaucoup de définitions utilisées. Vous pouvez voir ici. On parle de low alcool, de no low, de vin désalcoolisé, vin faible teneur en alcool, boisson issue du vin désalcoolisé, léger en alcool, 0,0, partiellement désalcoolisé. Donc, vous imaginez bien que le pauvre consommateur est beaucoup confus par rapport à tous ces produits au supermarché, par exemple. Et donc, essayons d'y voir plus clair. Qu'est-ce que nous dit la législation par rapport à ces produits? Alors, quand on parle de désalcoolisation du vin, tout d'abord, on peut parler de correction. C'est depuis le 2012 que d'abord l'OEV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin, et puis après la communauté européenne, a admis la pratique de correction du degré alcoolique par désalcoolisation jusqu'à une limite du 20% du niveau en éthanol initial. Et bien sûr, le vin doit rester avec un degré alcoolique supérieur au minimum TAV, au minimum titre alcoométrique volumique, qui est 8,5 ou 9% par rapport aux zones de production. Il s'agit d'une pratique corrective, donc il n'est pas mentionné sur l'étiquette. C'est une pratique de correction comme l'acidification, la désacidification et tout ça. Après, nous avons les vins désalcoolisés et les vins partiellement désalcoolisés. Les vins désalcoolisés sont les vins obtenus issus de la désalcoolisation du vin, avec un teneur en alcool inférieur ou égal à 0,5. Les vins partiellement désalcoolisés sont obtenus par désalcoolisation du vin et ils ont un TAV compris entre 0,5 et le minimum TAV du vin. Donc, ça c'est la différence entre désalcoolisé et partiellement désalcoolisé. La petite révolution est venue en décembre 2021 parce qu'avant, cette boisson ne pouvait pas être appelée vin. C'est en décembre 2021 que la communauté européenne a décidé qu'elle pouvait être appelée vin. Et donc, ça a, je parle de petite révolution parce que aussi les pratiques énologique applicable à cette vin doit rester dans le cadre du vin parce qu'on parle de catégorie de vin et pas plus de simplement de boissons. Les boissons issues de la désalcoolisation ou désalcoolisation partielle du vin restent en commerce et la différence est que le cadre normatif de référence, c'est le cadre normatif général des aliments, incluant des pratiques qui ne sont pas autorisées pour les vins, comme l'aromatisation, l'ajout des autres ingrédients, d'épices ou l'édulcoration, par exemple. Donc, pour résumer, vous pouvez voir ici que si nous considérons cette frontière 0,0, 0,5, le minimum TAV pour les vins et le maximum TAV pour les vins, entre le minimum TAV et le maximum TAV, nous avons les traitements de correction, maximum 20% de la teneur initiale. Donc, par exemple, si nous avons un vin de 15 degrés, nous pouvons enlever maximum 3 degrés. Nous avons les partiellement désalcoolisés entre 0,5 et le minimum TAV, genre 8,5, 9, et les vins désalcoolisés entre 0 et 0,5. Donc, c'est ça le cadre de cette catégorie de vin. Mais comment pouvons-nous enlever l'alcool du vin? C'est pas un truc, simple. La législation nous dit aussi les techniques que nous pouvons utiliser pour enlever l'alcool.
Donc, on peut diviser, je ne descends pas dans la description de toutes les techniques parce qu'il serait trop long et trop aussi un peu ennuyant. Ennuyant, je ne sais pas si vous disiez comme ça en français. Ennuyant, oui, Steph me dit oui. Des fois, j'invente des mots, je vous dis. Et donc, nous avons des techniques par distillation, des techniques membranaires. Dans les techniques par distillation, nous allons séparer l'éthanol en rachauffant le vin, donc par évaporation, on peut dire. Mais la technique est appliquée sous vide. Du coup, on ne doit pas rejoindre 78 degrés comme à pression atmosphérique, mais sous vide, on peut séparer l'éthanol à des températures plus faibles et donc plus respectueuses de la qualité sensorielle du vin. Entre les pratiques par distillation, c'est particulièrement intéressant la colonne à con rotative. C'est la grande installation que vous voyez ici. Ils sont vraiment des installations très grandes. Il y a normalement des usines dédiées à la désalcoolisation des vins par cette pratique. Et pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que c'est un procédé qui permet une récupération de la fraction aromatique. Donc la fraction aromatique est distillée d'abord en plus faible température. Il est mis à côté. Après, la fraction éthanol est distillée et séparée. Et après encore, la fraction aromatique est réintégrée dans le vin. Donc, grâce à cette réintégration, on peut contenir les pertes aromatiques issues du procédé de désalcoolisation. Ces techniques par distillation sont les plus utilisées pour obtenir les vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, donc des vins 0,0 ou quelques degrés. D'un autre côté, j'utilise beaucoup ma main, mais je suis italienne, donc ça c'est normal. Désolée. Malheureusement, les vidéos restent à la mémoire future, mais bon, c'est comme ça. Donc, d'un autre côté, on a, je vous disais, les techniques membranaires. Quelles sont les techniques membranaires? Les membranes sont des filtres, mais qui sont capables de séparer les molécules. Donc, sont des filtres à niveau moléculaire. Donc, le vin passe à travers la membrane sépare les molécules et en particulier, il sépare l'éthanol. L'éthanol passe à travers la membrane soit par la pression appliquée, comme dans l'osmose inverse, ou par la différence en concentration entre le vin et, par exemple, l'eau, qui est utilisée dans le contacteur membranaire. Mais à la base aussi, s'il y a des différences entre les techniques, vous pouvez penser à les techniques membranaires comme des filtres moléculaires, des filtres qui vont séparer l'éthanol du vin. Je me rappelle bien quand ces pratiques ont été introduites en œnologie. En fait, il est sorti une grande question de recherche. Quel est l'impact de cette technique de désalcoolisation et de la désalcoolisation en général sur la composition chimique et sur la qualité sensorielle du vin? Après un traitement de désalcoolisation, le vin est encore vin? Il se sent un vin si j'odore un verre ou je sens quelque autre chose? Alors, pour répondre à cette question, bien sûr, il faut mener des projets de recherche, mais d'abord, il faut considérer si qu'on déjà été étudié. Et donc, tout d'abord, il faut considérer qu'on va enlever l'alcool d'un vin. Et l'alcool est un composant qui joue un rôle clé dans les profils sensoriels du vin. Il y a beaucoup d'études classiques d'analyse sensorielle qui ont bien montré qu'à mesure que la concentration d'éthanol augmente, on observe une augmentation de la perception de l'amertume, de la sucrosité et à mesure mineure de la viscosité, de la densité du corps du vin, de la chaleur, bien sûr, la sensation de chaleur et aussi la persistance aromatique. Mais par contre, plus un vin est alcoolisé, moins est perçue l'acidité et l'astringence aussi. Donc ça, c'est très important dans les vins rouges.
en particulier par rapport à l'astringence, il était bien montré que l'éthanol empêche les liens entre l'éthanol et les protéines salivaires. Donc la réduction d'astringence par l'éthanol est à un niveau moléculaire et pas perceptif. Donc c'est très important pour les vins rouges. Pour ce qui concerne le côté olfactif, il faut considérer que l'éthanol aussi a un rôle clé. Les experts, les arômes herbacés, va réduire la volatilité d'un petit nombre de composés volatiles, mais la plupart des composés volatiles sont retenus dans le vin à l'augmentation de la concentration en éthanol. Donc plus d'éthanol, plus les arômes sont retenus dans le vin, moins on est capable de les sentir. Et en particulier, les arômes fruités sont supprimés. Donc, si on hypothèse d'avoir un petit pince épilé capable d'enlever que les molécules d'alcool d'un vin, donc une extraction hyper sélective d'éthanol, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans la désalcoolisation? Eh bien, déjà, on peut envisager une augmentation d'astringence, d'acidité et de l'intensité des odeurs, mais aussi une diminution de la chaleur en bouche et aussi de la sucrosité, de la viscosité du corps, de la persistance et de la densité. Donc ça, c'est seulement l'élimination d'éthanol. Mais qu'est-ce qui se passe avec les composés sensoriellement actifs, tous les composés du vin qui ont un rôle sensoriel, donc les polyphénols et les arômes surtout, qui sont volatiles, sont petits, donc on peut imaginer qu'ils sont perdus avec l'éthanol. Ils sont similaires comme comportement chimique, on peut dire. Dans les dernières 15 ans, vraiment un grand nombre d'études ont été menées sur ce sujet. Et il était une thématique de recherche émergente au cours des 15 dernières années. Et nous aussi, on participé à cette étude avec mon labo, mon groupe de recherche en Italie. Et maintenant, je voudrais vous montrer des résultats de mes études qui, à mon avis, ouvrent aussi des réflexions plus générales. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris du vin rouge, un peu plus compliqué à gérer à mon avis parce qu'il y a la composante astringente qui, on a vu, il est beaucoup impacté par l'alcool. Donc, de vin rouge, issu d'un cépage très typique du sud d'Italie, Aglianico, il s'appelle. Et vous pouvez voir qu'ils sont du vin très alcoolisé. Un vin 13,80, donc pas trop, mais le deuxième, le vin 1, 15,5, donc très alcoolisé. On les traitait avec un contacteur membranaire, donc une technique membranaire, et on a enlevé 2, 3 et 5 degrés d'alcool. On a analysé cette vin de plusieurs points de vue, donc on a analysé les paramètres chimiques de base, les polyphénols, les arômes, on a fait l'analyse sensorielle. Et enfin, on s'est mis autour d'une table avec les collègues, on a pris tous ces résultats et on a essayé de comprendre ce qui se passait. Alors, pour ce qui concerne les paramètres chimiques de base, donc les sucres, le pH, l'acidité, et aussi la couleur et les composés phénoliques, en fait, on n'a trouvé aucune différence après le traitement de désalcoolisation. Donc, on peut dire que les composés les plus lourds et les plus solubles du vin, ils ne sont pas affectés dans la désalcoolisation. Donc, ça, il me semble une bonne nouvelle. Ça dépend. Mais les petites molécules volatiles, les odeurs, c'est celles qui donnent l'identité sensorielle, l'identité olfactive au vin. Ils sont affectés par le procédé de désalcoolisation.
Alors, on a soit dosé des composés libres, donc des composés déjà odorants dans les vins, soit des composés glycosylés, sont des arômes liés au sucre, donc bien solubilisés dans les vins, qui on peut considérer comme des réservoirs d'arômes dans le temps parce qu'ils vont s'hydrolyser, se libérer pendant le vieillissement, donc ils sont aussi très importants pour la longévité aromatique des vins. On a trouvé que les arômes liés au sucre, ils ne sont pas affectés. Donc, à nouveau, des nouvelles molécules qui ne sont pas affectées par la désalcoolisation. Mais par rapport aux molécules libres, donc les esters, les alcools, les terpènes, les acides, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, vous voyez les données groupées par classe chimique. Je n'ai pas mis tous les dosages de toutes les molécules. Mais déjà, on peut voir que ces quatre classes chimiques ils sont beaucoup affectées, surtout les esters. Et ça, c'est été retrouvé aussi dans des autres études. Donc, les esters, ils sont la classe chimique la plus affectée. Vous pouvez voir ici qu'on a des pertes globales, si on considère toute la classe, jusqu'à 60%. Dans le vin moins alcoolisé. Mais si on va voir les single molécules, il était des esters comme par exemple le décanoate diéthyle, l'octanoate diéthyle, pour lesquels nous avons eu des pertes jusqu'au 100% pour les niveaux de désalcoolisation plus hauts. Les alcools sont moins affectés, les acides aussi, les terpènes aussi, donc les odeurs florales, les odeurs un peu plus herbacées et vineux aussi. Les acides ont plutôt un effet exacerbant par rapport à l'odeur des fruits rouges. Ils sont moins affectés. Donc, les plus affectés sont les esters. Et une autre chose intéressante à noter est qu'on a une perte progressive au fur et à mesure que la désalcoolisation est plus grande, comme dire, pour moins 100 par rapport à moins 3 et moins 2. Et en fait, si on voit les molécules, donc ça c'est une élaboration statistique, c'est très simple à lire, on peut les considérer comme des cartes, où vous voyez les molécules ici, et les vins, et plus proches sont les vins aux molécules, plus les molécules sont concentrées dans ces vins, et c'est très clair que les vins témoins, ici et ici, sont très riches, vous voyez, de toutes les molécules, mais ils vont perdre les molécules au fur et à mesure qu'on désalcoolise. Et les moins 5 est ici, les moins 3, donc loin, négativement corrélés, on dit en langage scientifique, avec les molécules volatiles. Donc, il y a une perte. Mais quel impact sur les profils sensoriels? Parce que c'est très difficile. Donc, on peut prévoir les effets sensoriels des données chimiques, mais c'est très difficile vraiment avoir une image claire. Donc, c'est nécessaire aussi faire de l'analyse sensorielle dans ces cas. Alors, tout d'abord, on a analysé notre vin par un panel de juges entraînés, donc sélectionnés et entraînés à l'analyse quantitative descriptive, donc un panel qu'on peut considérer vraiment un appareil de mesure de l'intensité des odeurs dans le vin. Et vous voyez ici une élaboration similaire à celui-là que je vais montrer avant. Ici, vous avez tous les descripteurs. J'ai mis les images et donc est très clair comprendre qu'ici, il y a des odeurs positives pour les vins rouges. On a la cerise, les fruits rouges, les épices, miel, floral, donc la violet, le poivre, l'herbacée, etc. Et ici aussi. Et on trouve ici les vins témoins, vin 1 et vin 2. Le moins d'eau, ils sont ici, ils sont quand même dans la même région. Donc, c'est un peu différent, mais c'est dans la région des odeurs positives. Donc, les odeurs positives sont corrélées aux désalcoolisés moins d'eau. Mais quand on va à moins 3 et moins 5, on voit vraiment que le profil va changer. Et dans les moins 5 et 3 est très représentée l'acidité,
l'astringence. Donc, même si les composés responsables de l'acidité et de l'astringence n'étaient pas affectés, on a une augmentation de la perception de l'acidité et de l'astringence due à l'élimination de l'éthanol. Et on a aussi ce descripteur cuit, vin cuit, probablement dû à la perte de composés fruités, parce que le vin était traité à température ambiante, donc on n'a pas un réchauffement qui peut justifier cette odeur de vin cuit. Bon, donc il y a un changement, mais c'est vrai que notre jury est vraiment un appareil de mesure, donc il est capable de remarquer et mesurer les petites différences sensorielles. Qu'est-ce qui se passe avec un panel non entraîné? Donc on a pris un groupe de 30 personnes non entraînées. On a fait un test très simple d'analyse sensorielle, il s'appelle test triangulaire. C'est très simple, donc la question est vraiment simple. Les vins désalcoolisés sont perçus comme différents du témoin par des juges non entraînés. Donc on prend 3 verres. De ces 3 verres, 2 sont genre le témoin et le 3e est le désalcoolisé moins 2. Et on demande tout simplement à l'aveugle, donc toutes les analyses sensorielles sont conduites à l'aveugle dans des verres noirs, donc même la couleur des vins n'est pas montrée au juge. On demande d'individuer le vin différent. Et on a présenté toutes les combinations possibles de témoins, vin désalcoolisé, moins 2, moins 3, moins 5. On a pris les données, on les a élaborées. Qu'est-ce qu'on a donné ce test? Alors, à votre avis, les vins moins 2, ils sont perçus comme différents ou pas? Qui entre vous dit oui, ils sont différents, ils sont perçus comme différents? Qui dit non? Donc, pour vous tous, c'est non. Effectivement, non. La désalcoolisation de 2 degrés dans ce cas de notre vin, ce n'est pas perçu comme différent. Donc, les vins, ça ne veut dire pas que tous les juges, on n'a pas trouvé des différences. Mais qui, si on considère le grand groupe et l'élaboration statistique des données, en fait, on peut conclure qu'il n'y a pas de différences sensorielles relevantes, importantes entre le témoin et le moins 2. Et le vin moins 5, à votre avis, il est perçu comme différent ou pas? Qui dit oui? Qui dit non? Voilà. Ils sont considérés comme différents, avec un bon niveau de significativité. Et les vins moins 3, donc la désalcoolisation moyenne qu'on a considérée, qui dit oui? C'est différent? Oui, 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 oui. Donc les autres non. Donc ça, c'est un peu divisé notre jury. Mais effectivement, ça, il y a un résultat intéressant à mon avis. Parce que dans le vin le plus alcoolisé, où les 3 degrés correspondent à un pourcentage de 19,8%, effectivement, on n'a pas relevé de différences sensorielles. Par contre, le vin moins alcoolisé était perçu comme différent. Et ici, vous voyez, nous avons dépassé le 20%, que c'est effectivement la limite pour la désalcoolisation corrective. Des résultats similaires ont été obtenus aussi dans des autres études conduites par les autres groupes de recherche sur des vins différents et aussi avec des techniques différentes. Et en fait, avec notre étude, on a participé au débat international des années 2012-2013 au sein de l'OIV, quand on était en train de définir la limite de désalcoolisation corrective dans les vins. Donc c'est pour ça, parce que d'abord la limite était 2 degrés pile. Après, on s'est compris que c'était plus correct d'exprimer la limite comme pourcentage par rapport au niveau en alcool initial. Et enfin, donc on a vu la jury entraînée. On a vu les gens non entraînés. Et les experts, qu'est-ce qu'on dit les experts sur ces vins? Ils aiment
on ne l'aime pas. Alors, on a fait un test très simple. On a pris des experts, donc œnologues, professeurs d'énologie, etc. On a présenté les vins en ordre randomisé, bien sûr, dans des verres noirs. Et on a juste demandé d'essayer cette vin, l'odeur, le goût et tout ça, et de classer les vins du plus préféré, donc ce qui plaît plus, désolé, ça c'est difficile, jusqu'au moins préféré. On a élaboré les données. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, on a trouvé que pour le vin moins alcoolisé, donc le vin à 13,8 degrés, le vin témoin était préféré, suivi par le moins 2, moins 3, et après encore le moins 5. Mais quand on considère le vin très alcoolisé, le vin à 15 degrés, 15,5 degrés, à l'aveugle, un panel d'experts a préféré le moins 2. Malgré la perte d'arôme, malgré les petits changements du profil sensoriel, ils ont préféré le désalcoolisé moins 2, suivi par le témoin et le moins 3, et après le moins 5 qui est toujours le moins préféré. Donc, nous avons étudié jusqu'à moins 100 de désalcoolisation, mais dans veille bibliographique, qui, si on considère aussi des études qui ont pris en considération des niveaux de désalcoolisation plus hautes et aussi la désalcoolisation totale, il montre clairement que la perte de composés volatiles est proportionnelle au niveau de désalcoolisation, et aussi donc les effets de l'élimination de l'éthanol. Et donc, il y a aussi une modification progressive du profil sensoriel. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces techniques, par rapport à la désalcoolisation du vin? À mon avis, tout considérant que toujours nous savons, on peut mettre tout dans le même chapitre, comme dire, dans le livre d'énologie. Mais il faut considérer vraiment deux différents chapitres de l'énologie. D'un côté, nous avons le chapitre production de vin, donc réduction, contrôle sur l'éthanol qui va augmenter au fil du temps pour le réchauffement climatique. Et donc l'étude des stratégies pour contenir les vins autour de 10, 12%, 13% qui sont plus aimés par les consommateurs, et aussi étudier des méthode de correction qui soit capable de vraiment préserver l'identité sensorielle d'un vin. Mais il y a un nouveau chapitre d'écrire pour nous chercheuses et aussi pour les producteurs et aussi pour les industriels qui produisent les machines. Il y a un nouveau chapitre d'écrire et c'est la production des vins nolo, donc des vins désalcoolisés et des vins partiellement désalcoolisés. Pourquoi je dis que c'est un nouveau chapitre? Parce que toute l'énologie jusqu'à maintenant a été étudiée sur des vins à 13 degrés, 12, 13, 14 degrés. Donc, on ne connaît pas vraiment la chimique de vin à réduite teneur en alcool. En plus, on avoue qu'il y a des changements pendant la désalcoolisation. Donc, quand on produit un vin destiné à la production de vin nolo, c'est important qu'il soit déjà conçu dans ce bout. Donc, en envisageant les changements qu'il va avoir, donc surtout pour les rouges, la gestion des tannins, la gestion de la couleur, des arômes pendant la fermentation alcoolique, par exemple, en savant qu'on va avoir des pertes avec les procédés. Aussi, il faut travailler beaucoup sur l'optimisation des procédés et aussi des produits afin d'obtenir des produits de bonne qualité sensorielle parce que les gens, les consommateurs veulent ces produits et donc c'est bien de lui proposer des produits bons sensoriellement. Et
à ce propos, c'est important une révision aussi du cadre juridique des pratiques œnologiques parce qu'il y a des pratiques qui peuvent être autorisées, qui peuvent aider à améliorer le profil sensoriel de ces vins. Et il y a un gros débat sur ça aussi à niveau législatif. Autre sujet de recherche, la stabilité microbiologique. On est habitué à avoir un produit qui, heureusement, n'est-ce pas, comment dire, il est très difficilement, il n'est pas des micro-organismes pathogènes pour l'homme, donc on n'a pas de salmonelles, de l'Escherichia coli dans les vins, mais dans des vins sans alcool, avec du sucre, ben, là oui, il faut être très attentif, donc il faut bien étudier la stabilité microbiologique de ces vins et aussi l'utilisation des SO2 et d'autres autres additifs antimicrobiennes pour prolonger en toute sécurité leur shelf life, la stabilité de la couleur, la stabilité colloïdale et bien sûr la stabilité aromatique. Et enfin, il y a un gros effort pour augmenter aussi la durabilité des procédés, donc la durabilité environnementale surtout. Et donc, on revient à notre question initiale. Sans alcool, peut-on encore parler de vin? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à la fin de cette conférence? D'un point de vue légal, oui. On parle de vin, on parle de nouvelles catégories de vins. Donc, d'un point de vue légal, les vins désalcoolisés, les vins partiellement désalcoolisés sont aujourd'hui, depuis le 2021, des catégories de vins. Mais c'est normal, à mon avis, être déçu si on s'attend à ce que le profil sensoriel d'un vin désalcoolisé soit le même de celui d'un vin conventionnel. Parce que nous avons vu que déjà l'absence d'éthanol détermine des différences énormes dans le profil sensoriel. Donc, d'un point de vue sensoriel, il y a des gros changements dans le goût, la sensation en bouche, la perception des arômes. Donc, il faut regarder à ces produits comme des nouveaux produits. Donc, apprendre aussi à les déguster, à les apprécier pour ceux qui veulent. On n'est pas obligé à goûter des vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés. Je pense aussi que la motivation à les boire soit à la base aussi de l'évaluation sensorielle de ces vins. Et donc, je pense qu'avec l'amélioration continue des procédés, des produits et du cadre pratique, on peut arriver à obtenir des produits qui répondent aux attentes de ces nouveaux consommateurs qui ne veulent pas boire du vin, de l'alcool. Du vin, mais sans alcool. OK. Bon, moi, j'ai terminé. Je dois dire, je suis un peu fatiguée avec le français. J'espère que ça va aller, que c'était. Et je vous remercie pour votre attention et je suis ici pour la moindre question. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On va vous lancer le micro-ballon. Alors, n'hésitez pas, quand vous avez le ballon, à parler sur la zone noire très proche, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende très bien. Merci. Maria, j'avais une question à te poser. Merci beaucoup pour cette conférence. Bravo pour ton français. Pas d'inquiétude, on a tout compris. Et la question est sur les ajouts, les pratiques œnologiques, bien sûr, et l'actualité dont tu as évoqué sans en parler, c'est l'ajout, par exemple, de glycérol pour équilibrer les vins. C'est une pratique qui est interdite dans l'ajout des vins, comme tu le sais, qui donc fait polémique actuellement. Qu'est-ce que tu penses de cet ajout? Quel est l'intérêt et le risque de cet ajout dans les vins? Merci beaucoup. Alors, par rapport au glycérol, il y a un intérêt par rapport à rééquilibrer le profil gustatif. Soit de la douceur, soit peut-être de la sensation en bouche, mais en fait, on n'a pas encore des études sur ça. On n'a pas des études claires qui montrent le rôle que le glycérol peut avoir dans un vin désalcoolisé.
Les risques sont liés surtout au glycérol et sur sa toxicité. Donc, c'est pas vraiment, c'est plutôt un effet à niveau cerveau, qui est surtout peut-être dangereux pour les enfants, donc pour les enfants qui ont un petit poids corporel, et donc aussi des doses de glycérol qu'on peut trouver dans un, je ne sais pas, un vin désalcoolisé, peuvent être dangereux parce que l'enfant peut boire, je ne sais pas, 1, 2, 3 verres. Et donc, il faut bien comprendre les limites de l'ajout de glycérol éventuel dans les vins, qui peut avoir un intérêt pour la rééquilibration par rapport à l'acidité, donc le corps, la sucrosité. Mais il faut bien étudier les limites. Et il y a un gros débat, comme vous disiez, justement, à niveau international sur ça. Merci. Qui veut? Alors, s'il y a une question tout en haut, on va peut-être faire des petits ponts. Il y a madame ici aussi. C'est un peu dangereux ce microphone comme ça. C'est bon? Oui, merci Maria. Non, moi juste, est-ce qu'on a du recul sur la conservation de ces vins sans alcool combien de temps combien, parce que l'un des plaisirs du vin, c'est aussi de montrer sa collection. Ah oui. C'est voilà, c'est la naissance du petit. J'achète pour. C'est aussi ce plaisir. C'est un plaisir culturel. C'est aussi. Est-ce qu'on a un recul sur la conservation? Alors, maintenant, donc tout d'abord, il faut dire que pour ces produits, c'est obligatoire la date d'expiration en étiquette. Donc, pour tous les produits qui viennent issus de la désalcoolisation et qui ont moins de 10 degrés alcool, c'est obligatoire la date d'expiration. Maintenant, je me suis un peu informée, une date d'expiration moyenne reportée est 6 mois. Mais en fait, on n'a pas vraiment des études sur ces produits. Et surtout, on n'a pas un historique. Parce que pour tous les autres produits, comme, je ne sais pas, les mozzarella, les fromages, autres produits alimentaires, on a des études, mais on a aussi un historique. Pour ces produits, on ne l'a pas. Donc, à mon avis, c'est nécessaire vraiment faire des études structurées de shelf life par rapport aussi à la composition de ces produits pour donner des dates d'expiration qui soient réelles et qui protègent les consommateurs et aussi le produit. Donc, pas trop tôt par rapport à la durabilité, à la durée envisagée des produits. Merci pour cette présentation. Vous avez montré une étude très détaillée qui descend jusqu'à moins 5 degrés. Quand on tombe à 0 degré, il reste quoi? Alors, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas travaillé sur la désalcoolisation partielle, mais je connais les études d'autres groupes qui ont les fait. Il faut dire que alors, j'essaie d'expliquer en français. Les plus grosses pertes, ils sont dans les premiers degrés enlevés. OK? Parce que quand les arômes sont moins concentrés, ils sont aussi moins perdus. Je ne sais pas si c'est clair le concept. C'est une question d'équilibre de concentration. Donc, on a déjà des grosses pertes dans les premières 5, 6, 7, 8, 10 degrés. Normalement, l'avantage est que pour les désalcoolisations plus avancées, on utilise des techniques avec une récupération d'arômes, comme la colonne à cône rotative. Donc là, les pertes sont compensées et on arrive à des pertes finales qui sont comparables, un peu plus hautes de moins 5. Donc, on arrive pour les esters à 60-70%, pour des molécules en particulier, moins 100%. Donc, on retient des arômes, mais on perd beaucoup, aussi avec les techniques avec récupération, comme la distillation sous vide par colonne à cône rotative. Vous avez un éclairage sur
le consommateur. Je crois qu'en termes de marketing, j'ai déjà vu une étude récente qui montrerait que les gens ils prennent du vin classique ou du vin sans alcool. Mais les vins intermédiaires à -4, -5, -6, c'est un no man's land. Vous corroborez ça, que l'intérêt il est vraiment pour 0 degré? Alors moi, je ne m'occupe pas de, comme dire, marché, mais j'ai lu beaucoup sur ça parce que m'intéresse la thématique. En fait, j'ai lu pareil, c'est je bois de l'alcool, je ne bois pas. Donc aussi pour les spiritueux, c'est pareil. Donc il y a un gros intérêt pour les gins, les spiritueux complètement sans alcool. Là, c'est plus facile parce qu'il y a des épices dedans, donc c'est plus facile d'obtenir un profil similaire. Oui, parce que je pense, comme je disais tout à l'heure, que c'est vraiment un choix fort de mode de vivre, de consommation, de s'abstenir totalement de l'alcool. Je connais des personnes qui, à un certain point, ont des idées de s'abstenir de l'alcool parce qu'ils disent que c'est mieux, qu'il fait mieux du sport, il fait mieux de la marathon et tout ça. Et donc, oui, les données disent ça. Moi, je trouve intéressant aussi des produits de degrés comparables à la bière, par exemple. Donc 6-5 degrés, parce que si je pense à ma consommation, si je dois parler en conférence, c'est difficile que je bois du vin, mais probablement je vais prendre une petite bière pression 4 degrés. Ok, et il faut dire aussi qu'il n'a pas beaucoup d'alternatives. Donc, si je veux déjeuner avec un boisson qui ne soit pas du vin, qui ne soit pas de la bière, en fait, j'ai des soft drinks, mais je n'ai pas des autres alternatives. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que c'est un marché qui donne la possibilité de créer des nouveaux produits. Ça, c'est mon pensée à propos. Merci. Alors, on va faire monter le ballon tout en haut. Pendant ce temps, j'en profitais pour poser une petite question qui a été posée par Zoom, une qui va avec la remarque qui vient d'être faite. Un directeur commercial en Argentine fait la remarque que le consommateur argentin s'est très largement intéressé aux vins sans alcool à un moment, et puis finalement, il est revenu à des vins ce qu'il appelle de style quotidien. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut rapprocher du vin de table ou le vin léger, mais bon, c'est une remarque qui correspond un petit peu à ce qui a été abordé à l'instant. Et puis, une autre question sur l'édulcoration. On nous demande en ligne si les vins qui ont été désalcoolisés ont ensuite été édulcorés dans les essais que tu as présentés. Ah non, dans mon essai, non. Dans mon essai, non, c'était juste désalcoolisé, en fait. Désalcoolisé, sulfité, mis en bouteille et analysé après 6 mois. Donc non, pas édulcoré. Mais l'édulcoration, oui, bien sûr, c'est une pratique appliquée au vin désalcoolisé pour rééquilibrer l'acidité surtout. Ok, merci beaucoup. On va donner la parole au monsieur. Bonsoir et merci pour la présentation. Peut-être pour élargir un peu sur les questions de durabilité, il y a un article qui est sorti dans Vitisphère cette semaine ou la semaine dernière qui parlait de l'impact carbone du processus de désalcoolisation qui était 6 à 7 fois plus important que l'impact carbone d'une bouteille standard de vin alcoolisé. Et du coup, il y avait quand même il y a un certain nombre de débats qui sont intéressants à aborder sur le processus de désalcoolisation et sur les unités de désalcoolisation qui coûtent très très cher. Et donc de ce fait-là, à part des grosses sociétés qui ont les moyens de s'en offrir une pour elles, souvent les vins voyagent en camion-citerne sur des centaines de kilomètres pour ensuite être désalcoolisés et éventuellement revenir au point de départ pour être embouteillés. Donc ça pose aussi des questions de jusqu'où on est prêt à aller pour se faire plaisir et boire du sans-alcool au détriment potentiellement d'un impact environnemental qu'on ne voit pas puisqu'il est caché et en général on préfère ne pas en parler. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, je l'ai mis comme dernier point de, les perspectives futures à aborder avec une certaine urgence aussi, je peux dire. Parce que on a l'impact des procédés
Et on a surtout l'impact de la récupération d'eau pendant le procédé, parce que je ne l'ai pas dit, parce que je ne suis pas descendue dans les particuliers. Mais, merci, l'aide du public. Mais quand on désalcoolise, en fait, on a une perte de volume. Parce qu'on n'est pas capable, en général, de distiller l'alcool pur, mais on distille des mélanges eau-alcool. Et donc, il y a une grosse perte de volume qui a un impact économique pour la perte en volume de produits, mais aussi sur la qualité du vin, parce qu'il y a une concentration des tannins, des acides, et donc c'est nécessaire de récupérer l'eau et la réintroduire pour reconstituer les produits. Et ça, c'est un passage qui, dans ce moment, on n'est pas capable vraiment de faire dans une manière durable. Il y a beaucoup de techniques qui sont étudiées, par exemple avec le couplage distillation-membrane pour augmenter la durabilité. Mais je suis tout à fait d'accord qu'en fait, il y a, comment dire, un passage en plus par rapport au vin conventionnel qui va impacter l'empreinte carbone, bien sûr. Oui, et puis un autre point sur les ajouts donc, de glycérol ou d'édulcoration, ce qui est ajouté. Alors déjà, ce n'est pas un produit du terroir, parce que ce qui est ajouté ne vient pas des vignes qui ont servi à faire le vin de base. Donc déjà, ça pose une question philosophique et culturelle sur ce qu'est un vin désalcoolisé en bouteille. Est-ce qu'il peut être terroirisé, oui ou non? Mais ça, après, c'est un autre débat. Mais mine de rien, c'est les éléments qui sont ajoutés, c'est des éléments dont on ne maîtrise pas forcément les procédés industriels. Et donc, quand on achète soit une bouteille de vin désalcoolisé qui se rapprocherait des 0,5 voire des 0, au final on achète un produit industrialisé qui n'a pas forcément qui a plus forcément tout le travail qui pourra être fait à la vigne par les vignerons et vignerons. Au final, potentiellement, il sera un petit peu dilué dans le résultat final qu'on trouvera dans la bouteille. Oui, mais il faut considérer que les vins, ils ne sont pas tous vins de terroir. Les vins en commerce, ils ne sont pas tous vins de terroir, vins où la vigne s'exprime dans les produits. On a aussi des bons vins qui sont des produits, issus du raisin, mais qui ont aussi un bon apport de technologie, de pratiques admises. Donc, l'énologie, ce n'est pas, à mon avis, ça c'est vraiment mon opinion. C'est pas forcément vin de terroir, vin qui exprime le terroir et la vigne. Donc, je ne sais pas si dans le futur, on va être capable de produire un vin désalcoolisé expression du terroir. Pour l'instant, à mon avis, le but doit être de produire des bons vins désalcoolisés qui soient acceptés des consommateurs. Et pourquoi pas étudier comment retenir, par exemple, des caractères variétaux. Ça, c'était le premier bout. Ou des caractères du style de vin. Peut-être que des styles, ils sont plus adaptés à être désalcoolisés. On sait déjà qu'avec les pétillants blancs, on va obtenir des résultats pas mal dans ce moment. On peut améliorer les rouges, par exemple, dans le futur. Donc, c'est sûr que c'est un procédé très important. Donc, maintenir le lien avec le terroir est difficile pour ces produits. Je ne sais pas si c'est impossible, mais c'est difficile. Donc, c'est un produit entre les produits vins qu'il y en a dans le commerce. Merci beaucoup. Il y a une question tout en haut qui est en attente depuis un bon moment. Merci bien. J'avais une petite question concernant les qualités organoleptiques du vin. Est-ce qu'elles augmentent avec un vieillissement en fût de chêne et une désalcoolisation après ce vieillissement ou pas? Bonne question. Donc, si j'ai bien compris, je ne vois pas, mais t'es tout jeune, c'est ça? Oui. Donc, je te peux tutoyer.
Donc, tu me demandes si en désalcoolisant après vieillissement, si on obtient un résultat plus agréable. Bah, ça, c'est, si tu as de l'argent, tu peux financer un projet, on peut le faire. Tu peux le faire? Il faut dire qu'il y a beaucoup. Donc, non, je blague. Donc, désalcoolisant après vieillissement. Donc, il faut dire que tu as différentes compositions aromatiques. Donc, peut-être que l'impact aromatique soit plus grand. Je ne sais pas répondre à cette question. Donc, peut-être intéressant à voir si après une phase de vieillissement, avec, par exemple, plus glycosides. Par exemple, si tu as une variété avec des glycosides, peut être pire parce que tu as plus terpènes libres, donc tu vas les perdre plus que dans les vins jaunes. Tu as moins esters, donc il faut voir si avec l'hydrolyse des esters dans le temps, le résultat final est pire parce que c'est vrai que tu as une concentration initiale plus petite, donc tu as un passage, par exemple, à travers la membrane plus petit. Donc, je ne sais pas, je vais un peu hypothéser, mais ils sont des choses à étudier, à mon avis aussi, comme gérer la désalcoolisation par rapport à la composition initiale du vin. Donc, bon, à voir. Il faut revenir dans quelques années pour la conférence suivante. On va donner la parole au monsieur. Pendant ce temps, j'ai une question qui m'intéresse bien, moi, sur le Zoom. Les gens nous demandent pourquoi les produits autour de 6 degrés ne sont pas plus développés jusqu'à présent. Et c'est vrai que tu as parlé de ta petite bière pression, celle qu'on va aller boire peut-être toutes les deux tout à l'heure, celle à 6 degrés. C'est peut-être une valeur cible qui pourrait être intéressante. Et pourquoi il n'y a pas plus de produits autour de 5-6 degrés? Ah oui. En fait, donc, on a fait des études en demandant aux gens, des gens qui s'approchent à des vins conventionnels, quel vin à faible ténor en alcool ils aimeraient. Et ils ont répondu 10-12 degrés, mais on est encore dans le vin. Moi, depuis ma expérience personnelle, moi j'ai trouvé pas mal de vins à 6 degrés, 7 degrés, blancs. Il était celui que j'ai goûté était en blanc, aromatique, froid, 7 degrés. Donc c'était pas mal. Moi, je pense moi, personnellement, j'aurais un intérêt, mais je ne suis pas le consommateur mondial. Donc, effectivement, les études, comme disait monsieur tout à l'heure, montrent que qui boit du vin, 10, 12 alcools, 13 alcools. Mais il y a des consommateurs qui boivent des désalcoolisés. En fait, cette zone au milieu n'est pas bien explorée, bien exploitée sur le marché, est aussi, à mon avis, bien explorée par rapport à les potentialités. Ok, c'est très clair. Puis peut-être que juste couper du vin avec du jus de raisin, ça peut être aussi une solution. Mais c'est interdit. Mais oui, c'est interdit, mais c'est ça le problème. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, la difficulté est que depuis le 2021, ils sont des vins. Parce que si on prend les boissons, sur les boissons, je peux faire beaucoup de bric-à-brac pour ajuster le profil aromatique, le profil gustatif. Le problème est qu'ici, on met sur la bouteille le mot vin. Et là, c'est vin. Donc, je dois rester dans le cadre des pratiques du vin. Et le vin est un produit que historiquement, est basé sur une intervention minimale. Aussi, au sein des levées, quand on va discuter des nouvelles pratiques, le principe de l'intervention minimale, si nécessaire, est un principe guide, on peut dire. Et donc, c'est normal que j'ai un produit qui nécessite des ajustements, mais je ne peux pas tout faire. Et donc, c'est là la difficulté, en fait, obtenir des vins
de bonne qualité sensorielle. Différemment, dans les boissons, je peux ajouter des épices, des arômes, des jus, je peux édulcorer, je peux désacidifier. Donc, c'est complètement différent. Mais sur ces produits, et en plus, à mon avis, c'est un peu confondant, c'est juste Stéphanie, pour les consommateurs, que l'apparence de ces produits, c'est très similaire. Les bouteilles, ils sont les mêmes styles, j'ai des zéros partout, avec la seule différence que sur les boissons, je n'ai jamais le mot vin. Je ne peux pas voir les mots vin. Mais je me demande, les consommateurs connaissent cette différence, il est préparé à évaluer ces produits, les vins et les boissons. Donc, point de question. Merci beaucoup. Alors, moi, Monsieur. J'ai une petite question sur le retour climatique. Alors, comme initialement, justement, on propose des vins désalcoolisés parce qu'il y a un taux de sucre trop élevé, avec la question justement de la maturité technologique et phénolique, à essayer de trouver le bon équilibre pour avoir un vin pas trop alcoolisé. Est-ce qu'il y a une publicité sur le fait d'enlever une part d'alcool qui serait due à l'excès climatique? Est-ce que le fait de séparer ce surplus de sucre et d'alcool, c'est vendeur comme action de lutte climatique? Est-ce qu'il y a un parallèle commercial, en fait, pour proposer des vins avec moins d'alcool pour lutter contre l'excès de chaleur et de sucre au niveau des vignes? Est-ce que ça se repère ou pas du tout? Est-ce qu'il y aurait une idée parallèle ou c'est, je dirais, scientifiquement un peu exagéré, mais est-ce qu'on observe une volonté dans les zones chaudes où il y a un excès de chaleur et de sucre de désalcooliser et de vendre un vin qui, comme il est désalcoolisé, permettrait peut-être de lutter contre le réchauffement? Bonne question. Il y a une question en Zoom qui est un petit peu corollaire de celle-ci, où la personne te demande de confirmer qu'actuellement, les vins Nolo ne sont pas vraiment planet friendly. Ils sont pas vraiment amis de notre planète. Ah, ok. C'est des questions un peu dans la même thématique. On va y répondre en même temps. Il faut considérer que tous les pratiques qu'on applique dans l'énologie ont un impact. Donc aussi, c'est clair que si je vais désalcooliser, je vais impacter la durabilité du procédé. C'est pour ça que je disais dans mes conclusions qu'à mon avis, qui veut produire ces vins doit déjà produire un vin adapté pour ça. Donc, je ne peux pas penser de faire un désalcoolisé d'un vin à 15 degrés. Parce que pour enlever 15 degrés, j'ai des répercussions sur la qualité d'un vin, mais aussi sur la durabilité du procédé. C'est mieux si je pars d'un vin, je ne sais pas, à 9 degrés, si je veux arriver à 0. Donc, l'impact, il y a, et c'est inoubliable. Mais il faut travailler pour qu'il soit le mineur possible. Si cette tendance de consommation dure, donc va durer dans le temps et ces produits prennent son place sur les marchés. Et donc, le choix des cépages, le choix des zones de production. Donc, peut-être qu'on ne peut pas faire des alcoolisés partout. Dans les Pouilles où nous produisons des vins rouges très alcoolisés, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de produire des désalcoolisés, par exemple. Donc, le choix des cépages, le choix des sites, la gestion du vignoble par rapport à l'accumulation en sucre. Donc, il faut déjà partir d'un vin qui peut-être il n'est pas bon pour boire comme vin, mais qui s'est adapté à produire un bon vin désalcoolisé, un vin acceptable avec le mineur impact possible. Donc ça c'est mon idée. Si on veut le faire, mais c'est inoubliable qu'il y a un impact. Et ils ne sont pas produits pour combattre, pour lutter
contre le réchauffement climatique. Ils ne sont pas vraiment corrélés les deux choses. Dans un côté, nous avons des vents de plus en plus alcoolisés. D'un autre côté, il est sorti la tendance sur les vents nolo, mais ils ne sont pas vraiment corrélés les deux effets. Mais effectivement, les vins plus alcoolisés sont plus difficiles et moins durables à désalcooliser, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai bien compris, si j'ai répondu à votre question. Dans l'ensemble, c'est bien, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir cet effet trompeur et qui malheureusement est à rectifier encore sur les effets agricoles du réchauffement climatique. Et donc le fait d'avoir des cépages spécifiques, de choisir de cultiver des vignes exprès pour du vin désalcoolisé, ça paraît beaucoup plus logique. Après, je pense que l'information des consommateurs, c'est aussi à la base de la choix responsable aussi par rapport à la durabilité de notre vie en général. Ça, c'est certain. Merci. Je pense qu'il y avait une question tout au coin, en bas. Donc, on va faire des petits bonds au cube orange. Il y a une personne qui a mis une petite remarque qui dit qu'on devrait déalcooliser des vins glycérinés. Entre parenthèses, il marque « Je suis chimiste ». Je pense qu'il a voulu faire une blague. Tiens, allez-y. Donc, comme vous l'avez dit, ça dépend de l'objectif. Tout d'abord, donc, si vous voulez un vin à -2, -3, -5 et même une totale désalcoolisation. Mais en général, est-ce qu'il y a une technique œnologique qui est plus qualitative au niveau des arômes, de la somesthésie, enfin de l'astringence ou des trucs comme ça? Bonne question. Bonne question. Donc, vraiment, ça dépend du bout, ça dépend de la matrice, ça dépend du niveau de désalcoolisation. Donc, on ne peut pas parler de techniques meilleures des autres, ça dépend du bout. Mon idée, après mon expérience et aussi l'expérience de collègues avec qui j'ai changé, les techniques membranaires sont très bien pour des petits niveaux de désalcoolisation, mais maintenant les techniques par distillation sont plus durables aussi pour obtenir des vins complètement désalcoolisés. Par exemple, par rapport à l'eau, avec un contenteur membranaire, si nous voulons désalcooliser complètement, il sert une énorme quantité d'eau. Donc, je pense qu'on n'a pas vraiment une réponse sur la technique plus qualitative. Et aussi très difficile à les comparer parce que je peux, sur une même matrice, comparer 3 techniques au même niveau de désalcoolisation. J'ai presque les mêmes paires d'arômes. Mais après, il suffit que je change matrice, je change vin, que j'ai des résultats complètement différents, par exemple. Donc, vraiment, il s'agit du bout et de la matrice de désalcoolisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il reste une toute dernière question? Bah, écoute, il me reste un petit peu de temps pour te remercier. Merci d'être venu. Merci d'avoir vraiment bien travaillé pour faire cet exposé qui était très clair, qui a remis les choses dans l'ordre, qui nous a permis de comprendre. Merci beaucoup, Tiziana. Merci à vous pour votre attention et on vous donne rendez-vous dans un mois. Merci à toutes.